C'était un moment pour moi où les gens que j'ai rencontrés à cette période-là, et Fanny en fait lourdement partie, sont des gens qui, je pense, ne réaliseront jamais à quel point ils m'ont soutenue dans ma vie et qu'ils ont été... Et tu vois, j'ai de l'émotion dans la voix quand j'en parle parce que c'est vraiment des choses fortes, des histoires de femmes. C'est là que j'ai découvert aussi des histoires de femmes. On s'est dit, là, si on prend le local, on quitte notre job toutes les deux. Et moi, c'était à la fin de mon congé maternité, en fait, de ma première. Parce que après, entre-temps, moi, j'ai eu Zoé, ma première. Et j'avais décidé de prendre un congé de 6 mois pour elle. Et j'avais dit à mon employeur à l'époque, je prends 6 mois et puis voilà. J'avais pas dit je reviendrai pas. Il s'avère qu'à la fin de ces 6 mois, ça s'était un peu aligné. Les ventes avaient quand même bien boosté. On était au max de ce qu'on pouvait produire avec 3 enfants. Moi, j'avais un nouveau-né, tout ça. Ça tenait plus, quoi. Enfin, il fallait que ça s'arrêtait, soit on passait vraiment au truc où on se donnait la chance que ça devienne quelque chose. Et là, il fallait prendre des risques. C'était quitter le travail. Donc voilà. Si vous écoutez French Expat depuis un moment, vous connaissez sans doute mon amour pour les témoignages croisés. Je trouve ce type de récit dans lequel chaque partie prenante me raconte son histoire séparément, je trouve que ce type de récit donne une saveur toute particulière aux histoires. Des nuances, des émotions, des vérités. On l'a fait pour des amoureux, pour des familles. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Cécile et Fanny, les cofondatrices de La Petite Crème. Pour Cécile, c'est en terminant son école d'ingénieur et en décrochant son premier CDI que le déclic a eu lieu. Il est hors de question de rester vivre en France toute sa vie. Elle a toujours rêvé de vivre à l'étranger, c'est même un critère de sélection lorsqu'elle rencontre son mari. Alors que pour Fanny, qui est puéricultrice dans le milieu hospitalier en France, pas du tout. Alors comment est-ce que le destin s'est amusé du sort de ces deux entrepreneurs pour les faire se rencontrer en Floride il y a un peu plus de 10 ans ? Fanny, en fait, va devenir la nanny des enfants de Cécile à leur naissance. Et rapidement, Cécile et Fanny se rapprochent. Elles deviennent les meilleures amies du monde. Aujourd'hui, elles sont les cofondatrices d'une entreprise de liniment. Elles travaillent dans la fesse, comme dirait Cécile. Et ensemble, elles nous racontent l'histoire de leur incroyable amitié. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, abonnez-vous sur frenchmorning.com. C'est parti, direction Miami. Bonjour, moi c'est Cécile et je fais de la crème pour les fesses aux États-Unis, et spécialisée dans la fesse. Alors je dirais que je m'appelle Fanny, que j'ai 36 ans, que ça fait déjà 12 ans que je vis aux États-Unis, donc ça commence à faire un petit moment, que je suis une maman et que je suis mariée. Alors je suis auxiliaire de puériculture, donc je travaillais au CHU de Limoges. J'ai fait 4 ans de salle de naissance où donc j'ai aidé les mamans à accueillir leur bébé. J'ai fait un petit peu de néonatologie avant de partir. Après, pour rejoindre mon conjoint. Donc voilà, du coup, j'ai fait 1 an avec les prématurés aussi. Alors moi, je suis une fille de gens des travaux publics. C'est-à-dire que mon papa travaillait dans les travaux publics en tant que responsable matériel. Et donc, j'ai grandi un petit peu partout dans le monde. J'ai eu la chance d'habiter sur 6 continents. J'ai grandi en Afrique noire, au Cameroun, au Sénégal et au Bénin. Et puis, je me suis construite comme beaucoup d'enfants d'expatriés chroniques à travers les voyages, les écoles, les changements d'école, les déplacements. Et puis, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique en France. Et ma première chose que j'ai eu envie de faire une fois que j'ai été diplômée, ça a été de repartir parce que forcément, la France me paraissait petite. C'est-à-dire que le monde étant tellement grand,
C'est vrai qu'on a envie aussi de toucher du doigt l'ailleurs. Et quand j'ai eu mon premier job en France en tant qu'ingénieure informaticienne, mon premier CDI, au moment de signer ce CDI, qui était un peu le sésame que tout le monde attend en sortant d'école, m'est pris une grande angoisse en me disant peut-être que je signe le job qui fera toute ma vie. Et ça m'a fait très peur, en fait. L'envie de se dire non, ma vie ne sera pas une ligne droite, il faut que ça change. Et finalement, l'étranger était une façon de se forcer à ce que ça change, puisqu'on a toujours cette impression qu'on est parti pour pas longtemps. Et la vérité fait que des fois, le pas longtemps devient un petit peu plus longtemps que prévu. J'étais venue une fois, je me rappelle plus en quelle année, mais avec ma coloc à l'époque, à New York, parce que ça avait toujours été un rêve d'aller à New York, justement, découvrir ce que c'était les États-Unis. Et c'est marrant parce que quand je dis je me serais jamais vue sauter le pas de vivre ailleurs, quand on est allé à New York, j'avais eu le mal du pays. J'avais trouvé l'expérience. Ah oui, j'avais beaucoup aimé New York, mais je me rappelle à l'hôtel le soir, des fois me dire oh là, mon Dieu, mais moi je pourrais jamais vivre là, mais la France me manque. Et je me rappelle avoir eu je sais pas, ça tout me paraissait grand, too much. Enfin, je sais pas, la nourriture était différente, il y a beaucoup de bruit. C'est vrai que New York, c'est autre chose que Miami. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion de me dire, ah, moi, je pourrais jamais vivre là et tout. Et 3 ans après, je me suis retrouvée à... C'est marrant, comme quoi la vie, on sait pas ce qu'elle nous réserve, parce que je n'étais pas partie pour ça à la base. Si pour Cécile, partir vivre à l'étranger était écrit, c'était une évidence pour elle, depuis même qu'elle était rentrée en France, pour Fanny, c'était pas complètement le cas. Et elle avoue bien volontiers que sans son mari, elle serait certainement restée en France d'ailleurs. On est venus aux États-Unis, donc pas ensemble. Dans un premier temps, lui est venu parce qu'il était étudiant. Il passait son Master 2 et c'était son stage de fin d'études. Et on lui a dit, il faut absolument que tu t'améliores en anglais, quoi. C'est pas possible, donc il faudrait que tu ailles faire ton stage à l'étranger. Chose qu'il a fait, il a eu une opportunité, il est parti. Ça s'est bien passé, puis ils lui ont proposé de rester pendant 1 an. Et moi, je ne l'avais pas suivi à ce moment-là. Et après, par contre, ils lui ont proposé de rester encore pour 2 ans. Et là, lui, il était étudiant. Moi, j'avais déjà commencé à travailler à l'hôpital. Et j'ai décidé de prendre une disponibilité, de me dire, pour 2 ans, allez, je le suis. Et puis je verrai ces 2 ans. Et puis voilà, on va vivre des expériences, des choses. Pourquoi pas s'ouvrir à une autre expérience. Donc, je suis venue, on n'était pas mariés, on ne vivait pas ensemble avant de venir s'installer aux États-Unis. La première fois que j'ai vécu avec lui, c'était aux États-Unis. Donc, histoire pas commune. Je pense que je m'étais convaincue avant tout pour mon couple. Je ne sais pas si j'avais vraiment pensé à l'époque, encore une fois, vu qu'on est plus jeune, est-ce qu'on vraiment pense à des choses qui sont vraiment essentielles? Je ne suis pas sûre. Non, j'avais surtout réfléchi, oui, par rapport à mon couple. Ça faisait déjà 1 an qu'on vivait déjà séparés. Et voilà, je pense que j'avais besoin qu'il y ait un moment où on se retrouve. Et je pense que je n'avais pas envie qu'un jour, il m'en veuille d'avoir empêché l'opportunité. Voilà, parce que les regrets, vaut mieux pas avoir de regrets dans la vie, quoi. Voilà, moi, c'est un peu mon mantra, donc voilà. Pendant mes études, j'ai eu la chance, dans mon diplôme d'ingénieur, j'étais à l'UTC à Compiègne. Donc l'UTC permet de faire des semestres à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de faire un semestre d'échange à Singapour et j'ai suivi par un semestre de stage en Australie. Et l'Australie, je suis tombée amoureuse de ce pays, un pays fantastique. Et donc mon rêve le plus fou était de repartir un jour en Australie. J'étais à l'époque donc avec mon petit copain qui était UTC1 aussi. Qui avait 1 an de décalage par rapport à moi, donc il fallait qu'il termine ses études. Donc quand il a eu terminé ses études, on avait ce projet donc de partir en Australie, et moi j'avais mon job en Australie qui m'attendait si je voulais retourner là où j'avais fait mon stage. Et lui ne pouvait pas, en tant que jeune diplômé, c'est très difficile de
de s'expatrier en Australie au niveau des papiers, des papiers de travail, etc. Donc du coup, il a dit moi, il me faut une expérience un peu significative en anglais. Donc il a obtenu un VIE, parce que c'est une bonne façon pour les Français de partir en tant que jeunes diplômés à l'étranger. Et il voulait faire un pays anglophone pour avoir une expérience qu'il puisse après réutiliser pour partir en Australie. Et il a décroché un job à Seattle chez Boeing. Donc il est parti et il n'était pas fanat des États-Unis à la base, comme ça sur le papier, comme beaucoup de Français. Il avait cette relation un peu de love-hate relationship. Et donc du coup il est parti tout seul en disant j'y vais 6 mois, ça va faire son job, tu restes ici. Moi j'avais mon boulot en France, donc j'y vais 6 mois, je fais ce qu'il faut, puis après on repart. Et puis au bout de 2-3 mois il est arrivé à Seattle, il m'a dit finalement c'est pas mal, tu devrais venir. J'étais diplômée. Par contre, c'est assez difficile en tant que jeune diplômée d'avoir un visa de travail pour venir aux États-Unis, puisque jeune diplômée informaticienne dans le pays d'Amazon et tout ça, ils avaient Microsoft et compagnie, ils avaient ce qu'il fallait. Donc, je suis venue en tant qu'étudiante. Donc, j'ai pris un visa étudiant dans un community college pour faire pas très grand-chose. Dès que je pouvais choisir un petit peu ce que je voulais, ça s'appelait un sub-degree, enfin une espèce de truc. En fait, je payais mes cours pour pouvoir être là, en fait. Donc, j'ai fait un peu du customer service, de l'espagnol. C'était vraiment un moyen d'avoir le pied là et puis de partager l'expérience avec lui. Et puis, au bout d'1 an et demi, quand son VIE à lui s'est terminé, moi, je me suis dit, faudrait aussi que j'ai une expérience quand même significative sur mon CV, parce que 1 an à étudier un peu à Seattle, c'est pas grand-chose. Donc, j'ai à mon tour cherché un VIE que j'ai trouvé à Miami. Et donc, je suis venue à Miami travailler dans une société qui faisait des logiciels de réservation pour les ports de plaisance. À la fin des années 2010, Cécile et son mari s'installent donc en Floride, tandis que quelques années plus tard, c'est au tour de Fanny et de son conjoint. Les premiers moments, ça a été un peu marrant parce que j'avais tout bien préparé, ma valise, j'avais quand même emmené des petits souvenirs, tout ça, parce que j'ai quitté mon pays. Et il s'avère que ma valise n'est pas arrivée. Elle a été livrée 3 jours plus tard, mais... mais du coup, je suis arrivée là un peu en me disant, j'ai un peu toute ma vie dans ma valise, et puis elle n'était pas là, ma valise. Du coup... c'était un peu stressant, un peu perturbant, mais après, il était venu me chercher à l'aéroport, je me rappelle, c'était sympa. Il avait déjà trouvé un appartement pour qu'on puisse vivre tous les deux. Donc déjà, ça, mine de rien, ça enlève beaucoup de stress et de choses qu'on connaît pas, parce que les papiers, tous les termes liés à l'immobilier que d'un seul coup on connaît pas, donc ça, il avait déjà tout fait. Mais par contre, du coup, pareil, on était jeunes, on avait rien. Donc au début, je me rappelle, on avait un matelas pneumatique et puis on avait nos valises. Et puis on a attendu le premier week-end où lui ne travaillait pas pour pouvoir aller, je me rappelle, à Ikea. Et on a acheté la totalité de notre appartement tous les deux. Et puis voilà, mais c'est marrant, c'est des bons souvenirs parce que la première semaine un peu camping, moi j'en garde un très bon souvenir. C'était marrant et c'est une expérience sympa à vivre à deux, quoi. Au moins on sait d'où on vient. C'était en 2012, 25 ans. Mais donc du coup, je suis partie là-dedans et lui est venu donc me retrouver ici à Miami et on a passé des très bons moments dans cette ville, profiter de la mer, l'exotisme, tout en étant pas très loin de la France. Et puis un jour dans son travail, il rentre un soir et il me dit j'ai une offre pour aller travailler à Sydney. C'était l'Australie, on avait toujours ce truc on fait quelques années, et puis l'offre est restée sur la table pendant 2-3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, il me dit on est d'accord que je dis non. Je dis oui, parce que l'Australie c'est loin, finalement on aimait le soleil, il y est ici, les gens sympas, il y a ici, on avait retrouvé beaucoup de choses en fait de ce que moi j'avais aimé là-bas, on a retrouvé ici, et puis finalement, on commençait à penser une famille, etc. L'Australie, c'est très loin. Les États-Unis avaient finalement beaucoup de choses à apporter.
Le décalage horaire, l'avion, s'il y a une urgence, il faut rentrer voir la famille, ça se fait en un vol direct. Ça, mine de rien, c'est des choses qui ne sont pas négligeables quand on grandit un petit peu. Et donc, du coup, on a dit, l'Australie, c'est fini, on ferme ce dossier. Et puis, on s'est regardé, on a dit, on va arrêter de se mentir sur le fait qu'on rentrera en France l'année prochaine, puis l'année prochaine. Et donc, en 6 mois, on a acheté une maison, on s'est fiancés, on s'est mariés. Donc, comme ça... On s'est dit, arrêtons de repousser le plus tard. On s'est établi et on a acheté une maison, on s'est fiancés, on s'est mariés et je suis tombée enceinte 1 mois ou 2 après. Et ça a été un grand déclencheur de ma vie d'adulte, a été le moment où je suis devenue maman. Les visas, ça a été une histoire rocambolesque pour nous, comme pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, on regarde ça avec un œil en se disant « Ah, c'est cool, c'est derrière », mais ça a été très compliqué. Donc moi, je suis arrivée en tant qu'étudiante avec un J1. J'ai donc enchaîné sur un autre J1 pour mon VIE. Et puis, à la fin du VIE, je me suis fait embaucher en H1B par la société qui m'a fait faire mon VIE. J'ai cette société, quand je suis allée me marier, quand je suis revenue de mon voyage de noces, m'a annoncé qu'elle faisait faillite. Donc, il y avait plus de visa. Donc, c'est sponsorisé par une entreprise. Et donc, l'entreprise ayant fermé ses portes, il y avait, je ne sais plus le délai, si c'est 60-90 jours pour pouvoir le transférer à une autre entreprise ou trouver un autre visa et rentrer. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une autre entreprise qui a accepté de me sponsoriser, donc j'ai fait un autre H1B, parce qu'à cette époque-là, alors je crois que ça a changé depuis, si on était conjoint de H1B, le H4 ne permettait pas de travailler. Donc en fait, on pouvait pas se marier pour des raisons de papier, donc ça n'a jamais été sur la table, parce que pour moi, c'était inconcevable de ne pas travailler. Donc du coup, il fallait qu'on ait chacun notre visa, parce que mon petit copain de l'époque était aussi sous H1B. Et donc, du coup, j'ai réussi à changer mon visa. Et en fait, on est parti en procédure de carte verte une fois qu'on s'est marié, via mon mari. Et c'était à l'époque où il y avait le gouvernement Bush et ça prenait énormément de temps. Donc, il a mis 6 à 7 ans à avoir sa carte verte. Et l'année où il l'a eu par son travail, on l'a gagné aussi à la loterie, la même année. Ouais, mais l'a gagné, ça veut pas dire que tu l'as. Exactement. Alors, on avait avancé le process parce que comme on savait pas ce qu'allait avancer les deux, on a quand même fait. Mais c'était ironique que quand ça faisait 7 ans qu'on attendait notre carte verte, on a reçu le petit truc sur le fameux site internet où on va regarder à la date, là, et on ouvre. Et là, on a eu gagné. Et c'était grisant. On n'est pas allé jusqu'à la fin, en effet, de ce process-là. Donc là, il y a eu beaucoup de rebondissements pour nous pour avoir une carte verte. Mais on a enfin réussi à obtenir des papiers. Quand on a eu notre carte verte, c'est quand mon fils... 2014. Alors, je m'imaginais beaucoup de soleil. Donc ça, j'ai pas été déçue. En plus, je suis arrivée au mois d'avril, donc c'est encore la bonne période à Miami. Après, je m'étais pas fait trop d'attentes, mais je m'attendais quand même beaucoup à du soleil. Et puis, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était quand même la langue. L'anglais, tout ça, et pas genre niveau école, mais pas très bien, non. Et j'ai découvert après ici, et chose que je m'étais, je sais pas pourquoi, jamais dit. Je sais pas si les gens vraiment le savent avant de venir à Miami, mais c'est l'espagnol. Je savais pas qu'autant de personnes parlaient espagnol à Miami, en fait, et que limite parler espagnol à Miami, c'est aussi utile que parler anglais. Et j'ai fait allemand en 2e langue. Donc, je ne parle pas espagnol. Voilà, dommage. Donc, non, mais voilà, c'était pour la petite histoire. Mais non, je m'étais vraiment... Moi, c'était le soleil. Pour moi, la Floride, le soleil, les crocodiles, un petit peu... naïvement, mais j'ai pas été déçue parce qu'on s'est installé sur Miami Beach, donc près de la plage, ce que j'imaginais aussi, la Floride, les belles plages, tout ça, donc... Je vous le disais en introduction, l'histoire de Fanny et de Cécile, c'est aussi, et peut-être avant tout, une histoire d'amitié. Alors je leur ai demandé, chacune à leur tour, de me raconter leur rencontre. J'avais pris des cours d'anglais en arrivant, ça avait été un petit peu mon but en arrivant, déjà pour me trouver quelque chose à faire, parce que
Quand je suis arrivée, j'avais un visa touristique prolongé de 6 mois, donc je ne pouvais pas travailler. Donc déjà, quand on n'est pas inséré dans le monde du travail, c'est plus dur de rencontrer des gens. Quand on est toute la journée à la maison, on est quand même plutôt isolé, donc c'est pas évident. Donc j'avais décidé de prendre des cours d'anglais et dans les cours d'anglais, il y avait beaucoup de cultures différentes, de gens d'Europe, d'Amérique latine. Et j'avais beaucoup sympathisé avec une fille qui était turque. Et du coup, on parle anglais, hein, vu que ça me forçait à parler anglais. Et j'avais bien accroché. C'est vrai qu'au début, c'est important d'avoir cette petite accroche qui est autre que son mari pour parler d'autres choses et tout ça. Donc ça m'a aidé à aller vers les autres et à en créer un petit peu des connaissances. Et après, via mon mari maintenant, il faisait partie d'un club de course qui s'appelle le Run Club. Alors, il se trouve qu'à l'époque, je courais pas mal au moment de mon mariage. Donc, avant mon mariage, je m'étais fait un peu une taille de guêpe. Hein, donc, je m'étais mise à courir. Alors, moi qui n'ai jamais fait de sport de ma vie, je me suis dit, tiens, courir, c'est pas mal. Et donc je suis tombée enceinte. J'ai continué à courir en me disant, facile, franchement. Et puis, en fait, j'ai couru jusqu'à très tard parce que la veille d'accoucher, je courais encore. Ouais, parce que j'étais un petit peu en retard, j'avais 10 jours de retard, et donc on m'avait dit ça passera pas 10 jours, donc je faisais des tours de pâté de maison en courant, en m'imaginant, je sais pas si tu as vu ce film, la Baby Boss, où ils sont dans le jardin, les enfants, ils ont l'impression de faire une course-poursuite de folie, et tu vois les parents qui les regardent, et en fait ils avancent à 2 à l'heure. Je pense que c'était un petit peu ça, ma course enceinte, tu vois. C'était moi, j'avais l'impression d'être une gazelle, et en fait, c'était plutôt l'hippopotame qui se... Voilà. Donc, du coup, je faisais partie, en effet, d'un club de course avec mon mari, et il a un de ses collègues qui a remarqué que j'étais enceinte bien avancée, et qui lui a dit, moi, j'ai un ami qui a sa copine qui va venir de France, là, et elle cherche à faire soit du babysitting, soit garder des enfants, parce que, voilà, donc si ça t'intéresse, ça intéresse ta femme, parle-lui-en. Donc, on revient avec cette info un jour, oui, ok, on met ça sur la pile. Et puis, moi, j'étais dans cette période, donc enceinte, à l'étranger, avec peu d'amis enceintes. J'étais une des premières de mes amies à tomber enceinte. Dans ce moment où, pour la première fois depuis qu'on était parti de France, où la France m'a terriblement manqué, parce que c'est quand même des repères. J'ai toute ma vie familiale, les enfants que je connaissais, tout ça, c'était lié à la France. Donc, c'était assez perturbant pour moi dans cette période-là d'être loin. Là où j'ai jamais eu de problème d'être loin, parce que je n'ai pas forcément besoin de la France, de faire des allers-retours, d'être proche de ma famille. Dans ce moment-là, j'ai ressenti qu'il y avait un vrai besoin d'être rassurée par rapport à ça. Ce qu'on a remarqué après aussi avec Fanny sur d'autres projets, c'est qu'en effet, c'est un vrai retour à qui on est, où on a grandi et ses bases. Et c'est vrai que c'est un moment qu'on sous-estime peut-être, ou au moins on ne s'attend pas à ce que ce soit des fois un petit retour de manivelle où on se dit la France, là, elle paraît très très loin à ces moments-là. Et en fait, au Run Club, il y avait le mari de Cécile et Cécile. Et aussi, le mari de Cécile avait un stagiaire. Mon mari connaissait le stagiaire du mari de Cécile. Donc, beaucoup de personnes dans cette histoire. Donc, le stagiaire en question, Mathieu, avait dit à mon mari, Cécile et Tanguy cherchent quelqu'un pour garder leur futur bébé parce qu'elle est enceinte. Et donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Je les ai vus au Run Club une fois. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas leur écrire, vu qu'ils cherchent un mode de garde. Et puis moi, j'avais de l'expérience dans ce domaine. Donc, j'ai fait un email en demandant les contacts à son stagiaire. Et puis, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et que, voilà. Mais donc, du coup, on lui a dit, on va se rencontrer par email. On a fait des échanges très formels. La première rencontre, alors si je me rappelle, c'est marrant d'écouter ce que Cécile dit de cette première rencontre. Je me rappelle, on était dans leur salon et du coup, c'était pour une interview, voilà, pour garder leur fille. Et je m'étais habillée correctement, tout ça, pour faire bonne impression. Moi, je les avais trouvés plutôt gentils et plutôt accueillants.
Donc ça m'avait pas fait peur et ça m'avait rassurée. Après, moi, j'avais essayé de faire mon mieux pour me vendre et pour essayer qu'ils me fassent confiance. Donc après, je sais pas quel aurait été leur ressenti à eux ce jour-là, mais bon, j'ai décroché le job, donc je pense que ça a dû aller. Et donc, en fait, on a rencontré Fanny. Je me rappellerai toujours quand la première fois où je l'ai rencontrée, où elle devait venir donc faire un entretien pour venir rencontrer la famille. Je me rappelle ouvrir la porte et de tomber sur cette petite jeune fille toute frêle, toute légère, toute mignonne, toute timide, et qui a su en quelques mots en fait parce que en effet à ce premier rendez-vous, elle l'a prise dans ses bras et elle nous parlait et on discutait et ma fille s'est endormie dans ses bras et elle devait avoir quelques semaines, je sais pas, peut-être un mois. Et je me rappelle que même elle s'est jamais endormie dans les miens. Elle dormait peu la journée, elle dormait la nuit très bien, enfin très bien, comme un bébé quoi. Mais la journée, elle est toujours un peu en train de lutter pour regarder tout ce qui se passe. Et le fait que Fanny, en parlant, pas en voulant l'endormir, mais elle l'a prise sous son bras d'une certaine manière, la petite, elle s'est laissée aller. Et je pense que d'une certaine manière, moi, je me suis laissée aller au même moment où je me suis dit, voilà, elle va partager avec moi une partie de ce nouveau job qu'on vient de me donner et que je ne sais pas trop comment faire et que ma sœur est loin et ma mère est loin et tout le monde est loin et ça va peut-être être quelqu'un qui va pouvoir m'aider dans cette nouvelle tâche de ma vie. Donc c'est même une ligne de vie quoi. Elle m'a sorti la tête de l'eau à un moment où les premières semaines de grossesse, j'étais fatiguée, j'étais machin. Elle est arrivée là et tout d'un coup, j'ai pu m'appuyer sur quelqu'un. Je dirais ça. C'est vraiment pour moi, ça a été un appui de me dire c'est bon, je peux relâcher un peu le truc parce que j'ai vraiment un soutien de quelqu'un qui est là. C'est un peu émouvant parce que c'est une période. Moi, j'ai jamais été proche. Ça va être assez bizarre, mais j'ai jamais été proche des enfants. L'enfance, les bébés, tout ça, ça a jamais été trop mon truc. Je m'ai toujours un peu trouvée bizarre avec des enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ? J'ai d'ailleurs des cousines qui se moquent de moi parce que je disais toujours, mais moi, avant 1 an, je sais pas ce qu'ils font, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Et quand j'ai eu mes propres enfants, elles m'ont fait des textos en disant, bah ça va, la première année, t'as réussi à faire quelque chose avec quand même, parce que on se rappelle que t'étais un peu celle qui était pas, j'avais pas la fibre, quoi. C'était pas un appel, tu vois, de me dire, je vais avoir des enfants. Et du coup, dans cette période-là où je me suis retrouvée avec ce truc-là, où je découvrais plein de nouvelles émotions, plein de nouvelles choses, et je me suis très, très vulnérable. Et j'ai pas un caractère à être très vulnérable. Donc c'était un moment pour moi où les gens que j'ai rencontrés à cette période-là, et Fanny en fait lourdement partie, sont des gens qui, je pense, ne réaliseront jamais à quel point ils m'ont soutenue dans ma vie. Et qu'ils ont été... Et tu vois, j'ai de l'émotion dans la voix quand j'en parle parce que c'est vraiment des choses fortes, des histoires de femmes. C'est là que j'ai découvert aussi des histoires de femmes. T'as appris à baisser la garde, en fait, un peu. Avec certaines personnes, oui. Disons qu'elle m'a autorisée à le faire parce qu'elle a cette personnalité extrêmement bienveillante qui ne juge pas, ou montrer une faiblesse, c'est acceptable. Et c'est vrai que ça fait du bien. J'étais ravie de pouvoir faire un petit truc de mon côté aussi pour m'occuper. Et puis, m'occuper des enfants, ça a toujours été mon truc. M'occuper des autres et des enfants en particulier, c'est ce que j'aime faire dans la vie. Donc, j'étais contente de retrouver un petit peu qui j'étais en France, quand même, aux États-Unis. De ne pas se perdre totalement, c'est vrai que ça faisait du bien. Donc, c'est vrai qu'à travers Cécile et Tanguy, de refaire ce métier-là, ça m'a quand même... je pense que ça m'a aidé énormément à ce que mon expatriation soit une réussite. Je suis pas sûre que si j'avais pas trouvé cet ancrage et pouvoir refaire ce métier-là, je suis pas sûre si j'aurais signé après pour encore un visa, puis encore un visa. Vraiment, ça a été un ancrage fort en termes de... professionnellement, parce que voilà, c'était reparti, et puis on se crée un petit bout de famille ailleurs, quoi. Donc c'est-à-dire que s'il y a un pépin, s'il y a quoi que ce soit, en France, on se poserait pas la question, on appelle ses parents ou sa sœur ou son frère, mais ici on appelle Cécile ou Tanguy, quoi. On est un noyau assez petit mais assez proche, et ça c'est
Je pense que c'est essentiel. Enfin, moi, pour la façon dont je vois une expatriation, c'est essentiel d'avoir des gens comme ça dans sa vie. Alors, avec le temps, c'est-à-dire, donc je la voyais tous les jours, elle venait chez moi donc pour garder ma fille. Et en fait, au fur et à mesure des conversations, alors au début, on a gardé ça très professionnel de son côté comme du mien, on voulait pas mélanger les choses. Et en fait, à force de parler, moi, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun sur la façon dont on avait été élevés, d'où on venait en France. On n'est pas exactement de la même région, mais on est des gens de la terre, on est des gens de la campagne, on a des valeurs assez ancrées dans le travail, la solidarité entre les membres de la famille, la cuisine. On avait des points communs sur les choses qu'on aimait manger. Donc finalement, il y avait beaucoup de valeurs communes qui, moi, m'ont rassurée dans la façon dont on était. Et puis en fait, petit à petit, avec le temps, on s'est un peu plus ouverte à partager un peu plus personnellement. Enfin, moi, j'avais déjà l'impression d'être complètement à nu vis-à-vis d'elle, parce qu'elle était chez moi, elle s'occupait de mon enfant, elle me voyait dans les jours où ça allait pas bien. Donc, mais elle, petit à petit, s'est livrée un petit peu plus. Et puis, un jour, on a passé le pas de se dire, allez, on va faire un dîner avec mon mari, son mari, et devenir un peu plus, aller essayer d'aller au-delà de juste la relation professionnelle. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'en parlant un peu plus de sujets, en se laissant un peu plus aller, c'était très agréable. On a passé un très bon moment et avec son mari. Et en fait, de ce jour-là, on a cliqué vraiment plus avec une amitié qu'une relation professionnelle. Ouais. En termes de timeline, je ne saurais pas dire, mais je pense qu'avec Cécile, ça s'est fait naturellement. Elle travaillait de la maison la plupart du temps. C'est pour ça, du coup, je pense que ça a beaucoup aidé dans la façon dont on a pu se rapprocher, parce qu'elle était physiquement là quand moi, je gardais leur fille. Après, je ne sais pas si c'est ce qui a peut-être plu à Cécile. Moi, je suis quand même quelqu'un de plutôt, au début, réservé, et je ne m'impose pas, et je suis plutôt à observer les gens et tout ça. Et je pense que Cécile, elle a plutôt apprécié que je n'arrive pas avec mes grands sabots et que je m'accroche à elle comme en gros à un mollusque. Je pense que j'ai laissé les choses se faire. Et que en discutant pendant une sieste, au coin d'un repas, de ça et là allant, je pense qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs en fait, de la façon dont on a été élevé, les valeurs qu'on partage dans la vie. Et donc, quand on trouve des gens comme ça qui partagent les mêmes valeurs et qui ont le même fonctionnement, souvent ça colle. Donc, les mêmes choses nous faisaient rire. Donc oui, voilà, assez vite, on a bifurqué vers une amitié, mais qui restait quand même professionnelle. Moi, je savais où était ma place, c'était toujours mes employeurs. Et je pense que ce qui a fait que ça a fonctionné et qu'on est aussi restés amis, c'est parce qu'on a su faire la part des choses entre être amis et le côté nounou, quoi. C'est très difficile de marcher sur cette ligne et de garder la ligne franche. Je pense pas que ça aurait été possible avec quelqu'un d'autre que Fanny. Fanny, c'est une personne extrêmement droite, extrêmement fiable, extrêmement honnête. Et ça, c'est des valeurs que j'ai vues en travaillant avec elle au début, quand on avait certaines distances. Et quand on a décidé de passer le pas pour être amis, pour commencer à se voir un peu en dehors, pour moi, ça a toujours été clair que c'était quelqu'un qui aurait toujours un peu de... Elle fait pas les choses sur un coup de tête. Elle fait pas les choses sans réfléchir. Donc, du coup, c'est rassurant de savoir que, de la même manière que toutes les informations qu'elle avait sur moi, qu'elle avait sur notre maison, qu'elle avait sur mon mari, il y a eu des circonstances où elle aurait pu un peu baisser la garde et laisser échapper des choses, et ça a jamais été le cas. Et je sais j'ai vu aussi au fur et à mesure du temps qu'on passait ensemble, parce qu'on passait quand même beaucoup de journées. Moi, à l'époque, j'étais en congé maternité au début, puis j'ai repris le travail à mi-temps et je bossais de la maison. Donc, on passait aussi beaucoup de temps.
les moments où on n'est pas en train d'interagir, on voit quand même des choses, comment les gens se comportent, et elle a toujours eu ce maintien d'elle-même, de pas tout d'un coup complètement lâcher la garde. Et c'est quelqu'un qui ne fera jamais de faux pas par rapport à ses amis non plus. Parce que c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de respectueux. Et je pense pas qu'on aurait pris ce risque de devenir amis si on avait eu la peur que la partie professionnelle en pâtisse, parce que la base quand même de l'histoire, c'était que ma fille est quelqu'un pour s'occuper d'elle. Donc on n'aurait pas pris ce risque-là si on n'avait pas été sûr que ça allait rester le cas. On a réussi à naviguer sur ce chemin-là de façon positive, parce qu'on est restés amis et au contraire, nos maris sont devenus aussi amis. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils nous ont invités à manger chez eux. Les garçons ont aussi bien accroché, donc c'était fait pour faire, comme on dit. C'était voilà. Et oui, l'histoire de Cécile et de Fanny, à la base, c'est l'histoire d'une employée et de son employeuse, puisque Fanny devient la nanny de Juliette, l'aînée de Cécile. Alors comment est-ce que leur relation a évolué pour être ce qu'elle est aujourd'hui ? Comment est-ce que de nanny-employeur, elles sont devenues amies et ensuite faiseuses de limiment ou de crème pour fesses, comme dirait Cécile ? Cécile, elle connaissait pas forcément le liniment au début quand elle a eu Juliette. Le liniment, c'est un produit qui remplace les lingettes. Et en France, c'est très, très, très utilisé. On n'utilise pas les lingettes en France à la maternité quand vous avez un bébé. Ils vous donnent un paquet de coton, une bouteille de lotion, de liniment, et puis on apprend aux mamans à changer les couches des bébés avec le liniment. Et donc Cécile, quand elle a eu Juliette, elle utilisait ce qu'on donne à la maternité ici, c'est les lingettes Pampers. Et puis en général, eux, ce qu'ils préconisent, c'est la vaseline ici, pour faire une couche protectrice. Et moi, je lui ai parlé de ce produit qui était plus naturel et que je connaissais via l'hôpital. C'est une alternative, clairement, où on nettoie et ça laisse un film grâce à l'huile d'olive, en fait. Parce que le liniment, c'est de l'huile d'olive et de la chaux. Et de la cire d'abeille, c'est les 3 plus gros ingrédients. Et en fait, en nettoyant avec le produit gras et huileux, une fois qu'on a bien tout enlevé, bien tout nettoyé, ça laisse un film protecteur qui est fait avec l'huile d'olive et la cire d'abeille. Et comme ça, les prochaines fois que le bébé fait dans sa couche, les déchets ne sont pas en direct contact avec la peau de l'enfant. Donc, ça permet de protéger des érythèmes fessiers, effectivement. Donc, pas besoin de crème protectrice. Et donc, je lui ai présenté ce produit. Et en fait, il fallait le faire venir dans les valises des gens qui venaient, tout ça, parce que ça n'existe pas ici. Je m'occupais de ma fille et qu'elle a pris un peu rentrée. Elle me dit, mais il y a du liniment. Ah bon, c'est quoi, machin. Donc, elle m'a présenté ça. J'ai vérifié avec ma sœur en France qui avait des enfants. Elle m'a dit, mais bien sûr, tout le monde fait ça. Ah, bon, pardon, moi, je fais pas ça. Donc, j'ai fait comme on m'a dit de faire. Et puis un jour, alors que son aîné a quelques mois, Cécile l'amène chez le pédiatre. Et ce rendez-vous chez le pédiatre, accrochez-vous bien, va changer complètement la destinée de ce duo d'amis et d'entrepreneurs. Alors c'est avec ma première, parce que ma première, elle faisait de l'eczéma et elle avait la peau très très sensible. Et donc du coup, ça a toujours été un peu celle qui a passé beaucoup de temps chez le pédiatre. Et en effet, il y a ce rendez-vous chez... Alors déjà, il faut savoir que aux États-Unis, en tout cas à Miami, chez le pédiatre, en effet, quand on a un nouveau-né, on y va à peu près ce qui donne l'impression d'être toutes les semaines, quoi. C'est un peu ça. Donc on va le rendez-vous d'une semaine, des 2 semaines, des 3 semaines, des 7 jours. Bon, bref. Et à chaque fois que j'avais un rendez-vous, la pédiatre systématiquement me disait, au moment d'ouvrir la couche pour aller regarder, elle s'arrêtait toujours, elle me disait, bon, à ce stade, s'ils ont les fesses rouges, c'est normal, il faut pas s'inquiéter. Et donc, elle ouvrait la couche, à chaque fois, elle disait, ah, d'accord. Rendez-vous d'après, ah, là, s'ils ont les fesses rouges, à cet âge-là, c'est normal. Puis je me disais, mais c'est bizarre, parce qu'à tous les âges, ça a l'air d'être normal qu'elle ait les fesses. À tous les âges, c'était, vous inquiétez pas, elle a sûrement les fesses rouges, mais c'est normal. Et puis un jour, elle l'ouvre encore, puis elle me dit, ah, je dis, ben oui,
elle a jamais les fesses rouges. Et pourtant, elle avait de l'eczéma ailleurs, qu'on a traité différemment. Et elle me dit, ben non, mais il y a un truc. Elle me dit, parce que je me rends compte, il y a beaucoup de Français à Miami. Elle me dit, je me rends compte que les Français, ils ont pas les fesses rouges autant. Elle dit, il y a un truc. Et puis, elle est très, notre pédiatre de l'époque, elle était très francophile. Donc, du coup, elle dit, et c'est peut-être ce que vous mangez, parce qu'il y a peut-être un truc, ou c'est peut-être comment vous lavez. Enfin, il y avait toute une histoire. Je dis, mais non, ben non, parce qu'on utilise de la crème. Elle me dit, ben comment ça? Je dis, ben on lave avec un truc en France, voilà, du liniment. Elle dit, c'est quoi ça? Alors, je ramène ma bouteille. Non, c'est ça, c'est de la crème. Je fais sur mon petit coton, je mets ma lotion, j'applique. Et puis, ben voilà, je lave avec ça. Regardez avec des yeux. Et, jamais. Et elle me dit, mais c'est super logique. Elle dit, mais c'est évident, bah, c'est ça qui fait que vous n'avez pas les fesses rouges, les Français. Alors moi, un peu, bon, enfin, du coup, les autres, ils font comment? Parce que je dis, mais c'est... Et elle me dit, non, mais vous seriez donné. Elle me dit, ici, bah oui, chaque rendez-vous, moi, je vois des fesses rouges toute la journée. Je dis, ah bon, bah d'accord. Donc, je rentre à la maison. Donc, je suis rentrée à la maison après mon rendez-vous, puis je dis ça à Fanny. Je dis, donc, visiblement, les liniments, la pédiatre, elle en avait jamais entendu parler. Ah bon, on se gratte la tête et tout. Et puis, peu de temps après, j'ai dû être à court de liniments. Elle en a fait venir, et puis au bout d'un moment, d'en faire venir, en fait, de France, elle a, je pense, cherché une recette pour le faire elle-même, parce que c'est vrai que c'est pas compliqué. Moi, j'en avais jamais fait, pour être honnête. Et un jour, elle m'a dit, on va le faire nous-mêmes. Ça doit pas être compliqué. J'ai trouvé une recette, elle avait acheté tous les ingrédients. Et on s'est dit, il paraît que ça se fait. J'ai une cousine qui est pharmacienne en France qui m'avait dit, mais tu sais que ça se fait le liniment, c'est pas la peine de le ramener de France. Oh oui. Donc pas de problème. Ah mais moi rien ne me fait peur, je suis quelqu'un de très j'aime beaucoup faire des choses de mes mains. Donc on est parti, ça doit pas être si compliqué que ça. Donc on fait venir les ingrédients. Bon, alors en effet entre la théorie et la pratique, il y a une petite marge. Et on a essayé de le faire vraiment comme ça dans la cuisine, où je me rappelle, on avait quand même beaucoup rigolé, parce que ça n'avait pas été si simple que ça, je crois, dans mon souvenir. Et je me rappelle même plus si à la fin c'était un bon liniment ou pas, pour être honnête. Donc on se met dans la cuisine, machin, fait fondre la cire d'abeille, le bazar. Et puis on a passé un après-midi avec Fanny à faire ça pendant que la petite dormait. On a eu un espèce de caillou en résultat, truc dur comme de la pierre au fond d'une casserole qui avait accroché et tout. Une grosse séance de rigolade. On a beaucoup ri. Et on s'est dit que peut-être faire notre propre liniment, c'était peut-être pas le truc sur lequel j'allais passer du temps et de l'énergie là tout de suite. Donc on en a bien rigolé. Et puis on a laissé ça sur le côté en se disant, c'est quoi, il y a bien du monde qui va venir de France nous ramener du liniment. Ça fera l'affaire. Et puis c'est resté là sur une étagère. C'était une bonne expérience. On ne savait pas que ce seraient les prémices de notre future carrière. Si même la pédiatre trouve que c'est fantastique, et qu'elle, à son niveau, avec le nombre d'enfants qu'elle voit par jour, elle est choquée qu'en ouvrant une couche, ça soit pas rouge, ça veut dire que c'est un réel problème aux États-Unis. Ça veut dire qu'il doit y avoir un enfant sur... 2 enfants sur 3 même qui ont des fesses rouges à cet âge-là. Et il n'y a qu'à voir le nombre de crèmes diaper rash dans les rayons des supermarchés, c'est énorme. C'est un marché énorme ici, la diaper rash cream, comparé à la France. Il y en a énormément, c'est un business énorme, parce qu'il vaut mieux traiter une peau abîmée que plutôt prévenir et ne pas avoir la peau abîmée. Il y a des enfants qui arrivent à un point où ils peuvent plus avoir leur couche changée, quoi. C'est tellement à vif, ça saigne même des fois. Enfin, c'est un érythème, ça peut être très douloureux, ouais. Avec ma fille, on avait donc cette routine. Fanny venait à la maison, etc. Et puis moi, j'ai perdu à nouveau mon travail, parce que ça a l'air d'être un truc un peu récurrent, parce que la société a encore fermé. Dans l'informatique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de start-up. Et les start-up, d'un moment, ça starte pas. Et puis, tu vois, ça se casse la figure. Donc, du coup, un jour, je suis allée au bureau. On m'a dit, vous êtes bien gentil, madame, mais on n'a plus besoin de vous. Ah, bon, alors, donc j'étais encore à Chimbay à l'époque. Je me retrouve avec mes 90 jours. Et donc, je retrouve du boulot dans une société de transport. Et là, je me retrouve à bosser de la maison, dans l'informatique, dans mon cœur de métier, un boulot qui me va bien, très bien. Et puis, j'ai mon fils
qui naît 2 ans après ma fille. Je crois que Tom devait avoir dans les 9 mois. Je pense qu'aussi, Cécile elle avait envie d'essayer aussi d'autres choses que son métier actuel qu'elle avait, qui était ingénieur informaticien. Et moi, j'étais aussi dans un moment de ma vie où j'avais enfin un permis de travail. Parce que du coup, entre-temps, je m'étais mariée, il s'était passé du temps, donc moi, je pouvais officiellement travailler aux États-Unis. Et du coup, c'est à ce moment-là, oui, qu'on s'est dit, on va lancer notre entreprise. Donc, on a fait nos recherches, on a fait notre étude de marché, on a fait nos petites réunions pour savoir si on se voyait, travailler ensemble, monter une boîte. On a fait ça sérieusement. Et donc, je retrouve du boulot, machin. Et donc, j'ai mon fils. Et là, j'ai eu cette espèce de révélation que finalement, l'informatique, au niveau humain, c'était pas ce qu'il y avait de plus épanouissant, on va dire. Hein. Moi, j'ai toujours fait... je suis quelqu'un de très cartésien dans ma tête, études d'ingénieur, machin, très carré, les tableaux Excel, tout ça, c'est mon kiff. Mais en fait, d'avoir un deuxième enfant que j'ai eu sans médicalisation, par voie basse, naturelle, avec sous hypnose, machin, enfin le truc un peu hippie, tu vois, m'a fait me rendre compte qu'il y avait une autre dimension à la vie que les ordinateurs. Nous sommes partis en voyage pour aller faire un mariage au Sri Lanka et on a fait une balade dans le Sri Lanka et je me suis trouvée face à une grande colline avec une amie à moi et en regardant le paysage, je me suis rendu compte que je n'avais rien à faire là où j'étais professionnellement à ce moment-là. Je me suis dit, c'est plus moi. Ouais, c'est plus moi. C'est pas ça. Il manque une dimension humaine. C'est pas là que je vois mon avenir. Et non, c'est juste plus moi. Et ce métier, je l'ai choisi, je l'aime, je suis douée, mais c'est plus qui je suis. Donc voilà, le voyage faisant son truc, le côté un peu lointain, etc. Je rentre et je dis à Fanny, moi, j'ai envie de faire autre chose. On va tenter un autre truc. Enfin, moi, j'ai envie de tenter un autre truc. Tu te rappelles le liniment? Tu te rappelles dans la cuisine, le machin, le caillou, le truc? Ouais. Moi, je ferais bien ça. Il y a peut-être un truc à faire. La pédiatre dit que machin, personne n'a l'air de connaître ici. Pourquoi on fait pas ça? Et puis, je lui ai pas dit ça au hasard parce qu'elle aussi était dans une phase de transition dans sa vie où, en tout cas, le chemin était pas tracé direct. Donc, je dis, moi, avec toi, j'ai envie qu'on fasse un truc. Voilà. Parce que ça faisait plusieurs années que l'idée de faire ma propre boîte, ça me travaillait. Mais c'était plus l'envie d'être entrepreneur que vraiment l'idée, quoi. C'était, dans ma vie, j'aimerais bien une fois monter une boîte. Explorer quelques idées, mais qu'on vite avorté parce que manque de passion, d'idées, de réalisation, etc. Et là, l'idée, le produit, c'est peut-être ça, en fait. Peut-être ce produit, le timing fait que moi, j'en ai envie maintenant et puis ça me paraît évident que là où je suis, c'est pas ça. Et puis je dis, toi, t'es une personne en qui j'ai confiance, qui est fiable, qui a la valeur du travail. Je pense qu'on a des valeurs qui sont alignées. On passe déjà toutes nos journées ensemble, quasiment. Et voilà, essayons. Est-ce que ça te tente? Et donc, elle me dit, ok, pourquoi pas. Et donc, ça, c'était en février que je suis rentrée de mon voyage. On s'est assis ensemble 2 semaines après à sa table de cuisine. On a dit, alors si on montait une boîte, moi, ayant échaudé plusieurs sociétés qui se cassent la figure, et principalement pour des problèmes de désaccord ou entre les gens de la société qui avaient fondé la société. J'ai dit, moi, je ne monte pas une société avec toi sans être sûr de comment on fonde la société, c'est-à-dire être sûr qu'on est les bons partenaires professionnels. On était très bons amis à la base, on était très proches, mais ça fait pas tout. Donc, du coup, on a fait des questionnaires de personnalité. Ça, c'est à l'image de notre société. On a tout fait nous-mêmes. Hein. Donc, on s'est dit, c'est quoi les risques? L'expérience que j'avais eue de mes sociétés d'avant, en voyant un peu les soucis, soit des problèmes de personnalité, soit des problèmes de valeurs de base, soit des problèmes d'objectifs. Et donc, du coup, j'ai imprimé une dizaine de questionnaires. Donc, il y avait des questionnaires de personnalité sur
comment tu gères le stress, comment tu gérer les conflits, la communication, enfin les trucs de base, google.com, essayer de sortir des choses. Et puis après, j'avais fabriqué des questionnaires moi-même avec pourquoi tu veux monter une société, quel serait ton plus grand objectif, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, quelle est ta plus grande peur, vraiment des choses où moi j'avais besoin de me poser des questions pour moi. Et puis je me suis dit, faut qu'elle se pose les questions pour elle. Et après, on avait un questionnaire qui parlait de l'autre. Donc en fait, c'était moi je répondais sur voilà, pourquoi je pense que Fanny, c'est quelqu'un de bien, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quelles sont ses forces, qu'est-ce que je pense qui pourrait être ses faiblesses dans le travail. Et donc, on a rempli tout ça et après, on a échangé sur ça. Histoire de savoir si on avait les mêmes valeurs, les mêmes alignements par rapport à pourquoi on le faisait, notamment vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la reconnaissance, qui sont des sujets où c'est pas une fois que la société marche ou marche pas qu'on va savoir quelles sont les valeurs fondamentales vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que l'argent, c'est quelque chose d'important, c'est pas important, est-ce qu'on va le dépenser beaucoup, pas beaucoup, à quel point on est capable de donner, parce que, une fois de plus, j'avais bossé dans quelques boîtes où c'était beaucoup des entrepreneurs et des petites sociétés. J'ai vu un peu les tiraillements que ça pouvait faire et surtout qu'il y a des fois où il faut faire des choix qui sont pas forcément faciles. Donc, c'était plus important pour moi de savoir quels allaient être potentiellement les points où il pouvait y avoir des conflits ou des désalignements sur les valeurs pour qu'on puisse les anticiper. Parce que si on anticipe, après, on peut regarder où on avance. Donc, on a fait ces trucs-là. On a pleuré un peu parce que c'était un peu émouvant oui, parce qu'on a creusé. On avait une relation de confiance l'une avec l'autre. Donc, le fait qu'on soit capable de faire ça. Et puis, Fanny, elle est très solidaire. Je lui ai fait faire au fur et à mesure des années tellement de trucs, de grands écarts, de saltos. Fanny, on n'a qu'à faire ça. Oui, ok. Elle me fait confiance. Donc, c'est vrai que, elle est peut-être des fois un peu trop parce qu'elle se retrouve dans des trucs où elle doit se dire, non, mais attends, n'importe quoi. Mais elle est bon public par rapport à ça. Donc, elle a suivi. Et puis, et du coup, on a fait ces questionnaires. On est ressorti de là-dedans en disant, donc, voyons voir où jusqu'où on peut porter le machin. Et puis, le 1er avril de cette même année, on a enregistré notre société. 2015, 1er avril 2015, oui. Et on a commencé comme ça. C'est quand même fou parce que du coup, tu t'es quand même dit... Alors, je comprends que la mission t'intéresse, que tu es en plus en recherche de sens, d'humanité dans ton quotidien professionnel aussi, que c'est un bon match. Mais t'as jamais fait de liniment puisque ça n'avait pas marché la première fois. C'est un détail. Alors, vu comme ça, c'est sûr qu'on n'était pas sur la recette du succès. Je vais me défendre de cette... Quand on fait quelque chose la première fois, c'est jamais excellent. Donc, il faut pas s'arrêter. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à la première étape. On avait fait quand même un petit peu de recherche dans ce mois de mars pour regarder comment on pouvait faire quelque chose qui allait fonctionner. Donc, on a refait quelques petits essais dans la cuisine. Et puis, on s'est rendu compte de pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Donc, on a repris la recette, on s'est dit, oui, c'est normal, on n'avait pas fait ça. Bon, on avait fait ça vite fait sur un comptoir avec la recette un peu sous le coude, mais quand il s'agit de faire un truc un peu plus sérieux, on s'est rendu compte que oui, il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. En fait, c'est surtout ça. Quand on a commencé toutes les deux, on s'est dit, on tente, on va faire du liniment parce que, de toute évidence, il y a un besoin, c'est la pédiatre qui l'a dit. Et on a regardé un peu ce qui se faisait déjà sur le marché américain. Et on s'est rendu compte que, à l'époque, donc 2015, ça commence à faire un petit moment, il y avait quelques sociétés qui faisaient du liniment français, qui avaient essayé de s'importer aux États-Unis, et ça n'avait pas marché. On a vu aussi qu'il y avait un ou deux sites de gens qui avaient essayé d'en faire, et ça n'avait pas marché. Et donc, quand on a commencé, il y avait un petit peu ce côté challenge, parce que moi, j'aime bien, quand on me dit « tu peux pas faire quelque chose », d'aller le faire quand même. Il y avait ce challenge de « on va le faire », et puis on va voir où est-ce que ça nous arrête. Parce que de toute évidence, ça va nous arrêter quelque part. On va avoir la réponse à pourquoi il n'y a pas de liniment aux États-Unis. Et si on le fait ne serait-ce que pour ça, nous, on le saura. Parce qu'on va faire et puis on va bien voir, est-ce que c'est un problème de réglementation, est-ce que c'est un problème de marché, est-ce que c'est un problème de prix, peu importe. Mais en tout cas, on saura pourquoi il n'y a pas de liniment aux États-Unis. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de liniment aux États-Unis. Et en fait, jusqu'à ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi, avant nous, il n'y avait pas de liniment aux États-Unis. Parce qu'il n'y a rien qui nous a arrêtés.
Donc on vit encore dans ce truc de se dire ça doit être possible alors. Hein. Toujours ce petit rêve éveillé de se dire attends, parce que nous on attendait que quelqu'un nous claque la porte à la figure, mais il semble pas. Et très rapidement, cette idée, ce side business comme elles le disent, devient une affaire familiale. Alors c'est plus que familial, donc quand on a décidé de monter cette société, Fanny elle avait un travail à temps plein et moi j'avais mon travail à temps plein. Donc on s'est dit, on fait ça à côté parce que il n'y avait pas vraiment d'optique. Comme tu l'as si bien dit, le premier essai avait été catastrophique et on ne savait pas s'il y avait un marché. On n'avait rien regardé, on a juste dit on monte une boîte et puis on se fait notre délire. Donc du coup, on a commencé à faire dans la cuisine en journée, un peu sur le côté, genre une fois que la petite était couchée, moi j'avais fermé l'ordinateur, voilà. Et puis après, on faisait ça le soir parce que du premier jour où on a commencé cette société, c'était important pour nous et surtout pour Fanny, domaine hospitalier, l'hygiène, etc., de faire ça dans les normes d'un laboratoire pharmaceutique. Donc, même si c'était à la maison, on faisait désinfecter toute la cuisine, on rangeait tout, on shampouinait tout, on mettait les charlottes, les machins, les gants, les trucs pour avoir un produit de qualité dès la première fois qu'on l'a fait. Le but, c'était pas de faire quelque chose d'artisanal où ça allait... Et donc, du coup, oui, on faisait un soir par semaine. Et très rapidement, je pense au bout d'un mois ou deux, il a fallu qu'on embauche nos conjoints parce que on n'avait pas assez de mains pour tenir le truc et filtrer la chaux et remplir machin, bref. Donc on a fait ça pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, c'était le mardi soir, on couche les enfants de bonne heure. Et donc à 8h, il faut que tout le monde soit parti. À 8h01, on déménage toute la cuisine. Donc tout le monde connaissait son poste. On avait un grand papier avec un process en papier, avec des carrés qu'on collait sur le mur, qu'on décollait, qu'on recollait. Donc le truc, il est plein de scotch maintenant. Voilà, c'était notre process. On suivait ça. Et puis on mixait la soupe et puis on a commencé par faire 1 marmite, 2 marmites, 3 marmites et puis à la fin, on faisait 32 marmites en une soirée. Ça nous tenait jusqu'à 2h du matin et on avait un qui touillait, l'autre qui faisait chauffer, un qui remplissait, mettait dans les cartons et donc ça nous prenait une soirée. En fait, il faut faire la chaux le jour d'avant pour qu'elle se repose, qu'elle décante et puis le jour d'après, on faisait la production. Donc, je sais pas, lundi chaud, on comptait nos bouteilles, on préparait notre production et mardi, on faisait notre journée de travail et le soir, effectivement, les enfants étaient couchés. Puis dans la cuisine à Cécile, jusqu'à minuit, on remplissait nos petites bouteilles et puis et après, le reste de la semaine, en général, le mercredi et le jeudi, voire le vendredi s'il y avait besoin, on faisait tout ce qui était la post-prod. Donc, il fallait étiqueter les bouteilles, mettre un numéro de l'eau, les fermer correctement, monter des kits si on faisait des choses comme ça. Et puis après, les envoyer s'il y avait besoin. Et en plus, moi, je faisais aussi l'envoi des colis des clients parce qu'à l'époque, on le faisait aussi de chez nous. Et on avait UPS qui venait 1 à 2 fois par semaine prendre les cartons pour emmener ça dans les entrepôts pour vendre en ligne. Je me rappelle, on avait fait une interview avec... je me rappelle plus le nom. On avait fait une interview sur Miami pour un magazine français, justement online. Et donc, du coup, ça nous avait, c'est vrai, fait un petit peu connaître auprès des Français. Donc, on avait eu quelques commandes comme ça de Français qui étaient effectivement contents de le retrouver. Sinon, après, on a ouvert notre boutique aussi sur Amazon parce que Amazon, c'est une énorme plateforme de recherche de produits en tout genre. Et en fait, c'est là-dessus qu'on s'est mis en premier. On a listé tous nos produits et puis voilà, on s'est dit on va voir ce que ça fait, quoi. Hein. On l'a mis et puis voilà, je me rappelle la première vente qu'on a eue. C'était, on avait vendu une toute petite bouteille de 2, notre plus petite bouteille sur Amazon. Je me rappelle, on était chez Cécile, on était trop contentes, on avait carrément ouvert le champagne. Et c'était notre première vente de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'était quelqu'un dans les États-Unis. Alors, je ne sais plus où était cette cliente-là, mais c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas qui avait acheté un produit qu'on avait créé nous. Ça nous paraissait ouh. Alors, on a fait très tôt, on a commencé par faire des salons du bébé. Donc, il y a une série de salons aux États-Unis qui s'appelle le Prego Expo.
où ils font 6 ou 7 salons dans les États-Unis à l'année. Et donc, on est allé sur les salons, première fois, avec notre stand. On s'est posé là. Et puis, on a dit, bah voilà, c'est de la crème pour les fesses. Et puis, à force d'un salon à un autre salon, des petits marchés locaux, des machins, on s'est rendu compte que les gens, ça leur parlait quand on leur disait, et notamment fort du feedback qu'on avait eu de la pédiatre. On leur disait, mais votre enfant, il a les fesses rouges? Ah bah oui, moi, il a les fesses rouges. Les Français, ils n'ont pas les fesses rouges. Comment ça, les Français, ils n'ont pas les fesses rouges? Parce qu'on utilise machin. Et du coup, c'est devenu notre façon de parler aux gens, c'est de dire French mom don't use baby wipes. Tu vois, genre, les Français le font pas. Donc là, c'est genre, quoi? Comment? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et parce que là, le besoin, il est plutôt chez eux. Les Français qui viennent aux États-Unis, qui ont déjà du liniment, qu'ils font ramener de France, on n'est pas compétitif par rapport à ce qu'ils ramènent, parce que on n'est pas un gros laboratoire, un Mustela ou un je sais pas quoi. On est une petite société, on le fait à la main, encore aujourd'hui. On prend les ingrédients les plus chers pour faire quelque chose de grande qualité. Donc, au niveau du prix, on n'est pas comparable. Donc, on peut pas... Et donc, les Français nous ont aidés et nous aident toujours en achetant notre produit pour des Américains. Donc, c'est souvent des mamans françaises qui disent « Ah, mais moi, je connais ça de France. » Donc, elle le fait venir de France en grosse quantité. Et puis après, elles en font des cadeaux pour les baby showers, les trucs comme ça, pour les Américaines. Parce que comme ça, elles peuvent le racheter ici. Tu vas pas dire à quelqu'un, je t'ai ramené un truc de France, si tu veux le racheter, il faut retourner en France le chercher. Donc ça permet. Et donc ça, c'est top. C'est une très bonne façon pour la communauté française de nous soutenir parce que ça permet de partager. Et puis du coup, les Américaines sont aussi rassurées du fait que c'est un produit qui est fait aux États-Unis. Si on regarde la chaîne de fabrication et puis voilà, donc tout est fait ici, et puis ça fait des emplois locaux, ça fait marcher l'économie locale, c'est pas un container qui traverse avec des bouteilles en plastique. Donc pour nous, c'est aussi important de vendre aux États-Unis parce que on fabrique aux États-Unis et que on est sensible au cycle court, à l'économie, voilà, à l'environnement et tous ces genres de choses. Donc c'est un peu une hérésie de faire revenir son liniment de France quand on habite ici, si ça existe ici. Si vous cherchez la petite crème au magasin, en supermarché, vous ne la trouverez pas. En tout cas, pas pour l'instant. La petite crème se vend exclusivement en ligne. Et c'est d'ailleurs grâce aux ventes en ligne d'un grand site que vous connaissez tous, Amazon, que les ventes ont décollé. Je laisse Cécile vous expliquer. En fait, au début, on faisait partie d'un programme d'Amazon où c'est eux qui achetaient notre stock. Il y avait quelque chose à l'époque qui s'appelait Amazon Vendor Express, je crois, où en fait, ils achetaient du stock. Et donc, on a eu de la chance d'être... parce qu'ils achetaient pas n'importe quoi. Du coup, on a eu la chance d'être sélectionnés assez tôt. C'est une de nos chances. En fait, on se rend compte en regardant dans l'histoire, je parlais de dire qu'on attendait de voir à quel moment on allait rencontrer un caillou. En fait, à chaque fois qu'on a voulu faire un truc, tiens, ça marche. Amazon, on rentre le truc, quelqu'un nous parle de ça, on va mettre exactement, et là, pouf, ça a marché. Donc finalement, on s'est retrouvé un peu, Amazon, ils en veulent, et puis Amazon, ils ont dit, c'est bien, ils en ont acheté 10 bouteilles, ça s'est bien vendu, ils les achetaient, on en veut 50, on en veut 100, on en veut 300. Toutes les semaines, maintenant, on en veut 500, parce que eux, ils le poussent, ils poussaient leur truc. Enfin, la première fois qu'ils nous ont dit, finalement, cette semaine, il faut nous envoyer 250 au lieu de 50. Oui, alors mardi prochain, les gars, on fait plus. Et c'est comme ça qu'on a augmenté nos ventes parce que la demande d'Amazon en grossiste, en fait, a augmenté très, très rapidement. Donc, ça nous a aussi rassurés sur le fait qu'il y avait de la demande et c'est quelque chose qui se vendait. Une fois qu'on a eu trouvé la bonne façon de le marketer, en fait. Parce qu'à ce jour, je pense qu'on a compris pourquoi, jusqu'à maintenant, personne n'avait réussi, c'est que les Français vendaient du liniment. Buy liniment. Sauf que les liniments, personne ne sait ce que c'est. Et en fait, nous, ce qu'on a inventé, c'est de la crème de lavage pour les fesses. Et du coup, il a fallu réexpliquer aux gens qu'est-ce que c'était. Donc, tu peux pas prendre du liniment de France, le poser sur une étagère ici, personne ne va savoir ce que c'est. Et la partie éducation est en fait le plus gros challenge et aussi la partie la plus intéressante parce que ça rajoute l'humain. C'est-à-dire que là, c'est parler à des mamans
qui sont dans des situations un peu perdues avec leur bébé, machin, et leur dire moi j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai peut-être quelque chose pour toi parce que je viens d'un autre pays et que peut-être que ce qui se fait dans mon autre pays, ça va convenir aux problèmes que tu as. Et c'est pas une démarche commerciale pure en disant mon produit il est bien, machin. Et ça rapporte ce lien aux autres qui manquait en tout cas dans moi le métier que j'avais avant. On a levé des sous auprès de nos proches et aussi de nos clients. On avait fait une campagne pour lever les fonds. On avait déjà trouvé notre local, mais c'était surtout pour pouvoir s'installer, acheter le matériel, les tables, des grosses étagères, en fait, pour pouvoir passer à l'étape du dessus et pouvoir produire en quantité un petit peu plus grosse parce que la cuisine, ça avait ses limites. Au bout d'un moment, on ne pouvait pas produire non plus pendant des heures et des heures le soir. Donc, on s'est dit, faut y aller la journée parce que si en 4 heures de temps à 4 le soir, on peut en faire tant de bouteilles, toute une journée de 8 heures avec plus de place, plus de matériel, voilà. On savait qu'on pourrait au moins simplifier et améliorer nos qualités de travail déjà. Quand on a pris le local, c'était fini. On s'est dit, là, si on prend le local, on quitte notre job toutes les deux. Et moi, c'était à la fin de mon congé maternité, en fait, de ma première. Parce que après, entre-temps, moi, j'ai eu Zoé, ma première. Et j'avais décidé de prendre un congé de 6 mois pour elle. Et j'avais dit à mon employeur à l'époque, je prends 6 mois. Et puis voilà, j'avais pas dit, je reviendrai pas. Il s'avère qu'à la fin de ces 6 mois, ça s'était un peu aligné. Les ventes avaient quand même bien boosté. On était au max de ce qu'on pouvait produire avec 3 enfants. Moi, j'avais un nouveau-né, tout ça. Ça tenait plus, quoi. Enfin, il fallait que ça s'arrêtait, soit on passait vraiment au truc où on se donnait la chance que ça devienne quelque chose. Et là, il fallait prendre des risques. C'était quitter le travail. Donc voilà. Disons qu'on a été un peu poussés à prendre cette décision parce que ma maison devenait à peine assez grande pour pouvoir stocker toutes ces opérations. C'est-à-dire que donc les enfants allaient se coucher, on déménageait toute la cuisine, on sortait tout pile. Comme ça faisait plus de bouteilles, donc après ça se déplaçait vers la salle à manger. Ma chambre d'amis était devenue un storage pour de l'huile d'olive et des machins. Bon, mon mari commençait à me dire c'est gentil, mais moi j'habite pas dans une usine. Hein. Vous êtes gentil avec votre petite crème là. Notre petit hobby sur le côté, c'est chouette, mais ça prend beaucoup de place. Donc, j'aimerais récupérer ma maison. Et donc, du coup, c'est tombé à un moment où, pour Fanny, c'est tombé autour de sa première grossesse. Donc, elle avait une espèce de milestone dans sa vie où elle pouvait se dire, là, je peux prendre cette décision. Moi, je dis, OK, il n'y a jamais meilleur moment que le présent. Donc, c'est parti, on y va, pleine d'optimisme. Et donc, moi, j'ai démissionné de mon travail en octobre 2019. Et j'ai posé ma démission en disant, je pars faire autre chose. Mais c'était pas un boulot. On est parti pour se dire, on se donne les moyens de voir si ça peut devenir un travail. Donc, ça faisait peur. Ça faisait peur. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait très peur parce que on n'avait pas de garantie de salaire. Alors, c'était un peu doux amer parce que moi, pendant les 5 ans où j'ai fait ça, j'ai toujours l'impression d'avoir eu une double vie. C'est-à-dire que quand les gens demandaient « qu'est-ce que tu fais ?» Alors, je fais ce métier, mais à côté, je fais aussi ça. Et du coup, c'était difficile de lui donner une place et une légitimité à cette boîte, que du moment où on a coupé ça, là, c'était à temps plein. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la petite crème. Et donc, je suis entrepreneur et ça permet de... Oui, ça fait peur, mais ça permet aussi de te dire c'est vraiment ma mission de vie professionnelle pour l'instant, quoi. Et c'est pas un petit à côté en disant Et c'est rigolo parce qu'on en parle souvent avec Fanny, on a cette expression de gens qui nous avaient dit mais ça t'occupe à temps plein quand même, t'as assez de travail. Et quand on voit le nombre d'heures qu'on y passe régulièrement, où on est tard le soir au bureau et machin, et souvent on se regarde, on dit et sinon ça va, ça t'occupe à temps plein quand même. Vous l'aurez compris, j'ai tendu mon micro séparément et successivement à Fanny et Cécile. Et rien qu'au cours de l'interview, pour moi, ça a été évident. Elles sont complémentaires. Complémentaires à la vie, complémentaires en tant qu'amies, complémentaires en tant que collaboratrices.
et clairement complémentaires dans cette interview puisqu'elles me donnent chacune des détails complémentaires l'une de l'autre. Alors comment est-ce que leur relation a évolué au cours des presque 15 dernières années ? Alors, Cécile, elle est plus dans tout ce qui est les chiffres, l'organisation, tout ce qui est administratif, les certifications, tout ça. Moi, je suis plus qualité, produit, production, customer service. On sait plutôt, après, tout ce qui est dans le marketing, la vente, tout ça. Bon, malheureusement, c'est ni l'une ni l'autre notre point fort. Donc, c'est là-dessus où c'est vrai que ça nous challenge le plus. C'est quand même une des parties où on a le plus de mal parce que c'est pas naturel pour nous, ni l'une ni l'autre, de notre expérience passée. Cécile travaille dans l'informatique, moi le médical. On est à des années-lumière des réseaux sociaux. Et puis, en tant d'utilisatrice personnelle, on n'est pas non plus très réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un peu contre nature pour nous. Donc là, ça nous challenge beaucoup. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on y aille ensemble et qu'on joigne nos forces ensemble pour essayer de remédier à ce challenge-là. Après, sinon, le reste, ça s'est fait assez naturellement. Oui, la répartition des choses. J'ai pas l'impression qu'on se marche sur les pieds et que chacune a sa place. Ça s'est fait assez naturellement. Alors, elle a beaucoup évolué, mais le fondamental de notre amitié, il est toujours là et c'est ce qui nous a porté à travers toutes ces années parce que la vie d'entrepreneur, c'est dur. Il y a des jours où on n'y croit pas, il y a des jours où on a envie de baisser les bras et d'avoir l'autre personne en qui on a une confiance absolue qui dit « Non mais allez, ça va y aller, pose le crayon 1 minute, moi je le reprends ». C'est ce qui permet d'avancer parce que moi je sais que toute seule je l'aurais jamais fait. J'aurais trouvé toutes les excuses pour arrêter ou en tout cas pour pas continuer. Je sais pas si elle ressent la même chose, mais aujourd'hui on sait que là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on est deux et c'est le binôme qui a fonctionné. Donc moi j'ai énormément d'admiration et de respect pour Fanny. Elle comme moi, on vient d'une formation qui ne nous prédestinait pas du tout à faire de l'entrepreneuriat, être chef d'entreprise. Tous les jours, on pousse nos limites de ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, la finance, le marketing, le machin, qui ne sont pas du tout des choses dans lesquelles on n'avait ni l'intérêt ni la connaissance. Et du coup, moi, Fanny, c'est avant d'être une amie, enfin avant d'être ma collègue et tout, ça a été ma sœur de cœur du moment où on s'est rencontrés. Donc, on est à un stade où moi, elle me dit... on traverse en courant, ou on traverse à la nage l'Atlantique. Ok, si c'est avec toi, Fanny, je le fais. Fais n'importe quoi. Je sais que c'est quelqu'un qui sera toujours dans ma vie. Elle a été là. Il y a eu le boulot, mais il y a aussi, il faut savoir que on passe nos journées ensemble au travail, on sue dans le travail, machin, on se casse la tête. On rentre le soir chez nous. 9 fois sur 10, on passe des soirées ensemble, on fait les week-ends ensemble, on va en vacances ensemble, et nos familles s'entendent bien, et les enfants sont cousins, cousines. On est une unité quand même très, très forte et très solide. Jamais la société ou les moments difficiles de la société n'a entaché cette amitié. Parce que dans le questionnaire qu'on avait dit au début, une des questions qui était « Qu'est-ce qui te fait peur par rapport à ça ?» On a toutes les deux répondu, c'est de perdre l'amitié de l'autre. Et on a toujours su depuis le début que c'était un fondamental pour nous deux. Et chaque fois qu'il y a un moment dur, parce qu'il y en a eu, et qu'on a eu des conflits, où à chaque fois on est revenu à ce qui est important, c'est nous deux. Le reste, on va trouver des solutions pour la société, on va trouver. Mais tant que nous deux, on va bien, tant qu'on se parle et tant qu'on a de la communication, le reste, on trouvera des solutions. Des solutions, il y en a plein. Pas toujours facile de les trouver, mais il y en a. Au 1er avril de cette année, La Petite Crème, l'entreprise fondée par Cécile et Fanny, aura 9 ans, puisqu'elles l'ont créée en 2015. Alors à l'approche de cet anniversaire symbolique des 10 ans, dans un peu plus d'1 an, je leur ai demandé qu'est-ce que la suite leur réserve, qu'est-ce qui les fait encore rêver.
Donc, on a eu le local en 2020. Donc 4 ans dans notre local et on a une employée à mi-temps. Donc on a fait un beau petit bout de chemin quand même. Je pense que quand on a ouvert la petite crème, là où on en est aujourd'hui, je pense que c'est là où on se voyait quand on a ouvert la petite crème en fait. On se disait voilà, c'est quoi nos objectifs. Finalement, je pense que là, on y est quoi. C'est notre métier à temps plein. On a réussi à avoir une employée qu'on apprécie beaucoup, qui c'est vraiment une trouvaille en or. On la remercie tous les jours d'être avec nous. Et puis voilà, on fait ce qu'on aime et par-dessus tout, je pense qu'aussi on a de la chance d'avoir un produit dans lequel on croit. Parce que c'est pas parce que c'est mon produit que je vais pas dire que c'est un mauvais produit, mais c'est un réel bon produit. C'est vraiment c'est un produit utile, il n'y a pas de cochonnerie dedans et voilà, on se met au service des gens pour leur offrir un produit de qualité. Donc ça c'est agréable. Donc voilà où elle en est, ça a évolué. C'est une entreprise qui a grossi, qui a eu des downs, des ups, qui en aura encore. Et puis ce qu'il faut garder en tête, c'est de rester motivé. Mais je pense que le plus gros de là où elle en est, je pense qu'elle est là où elle est aujourd'hui parce qu'on est deux. Parce que quand je disais il y a eu des downs et des ups, je pense que si on n'avait pas été deux avec Cécile, je ne sais pas si elle aura le même ressenti que moi, mais moi je pense que j'aurais jeté l'éponge à certains moments. Parce qu'il y a des moments, où les ventes stagnent, où il y a moins d'argent qui rentre, mais les factures arrivent. Il faut se réinventer, quoi. Il faut et puis dans un petit business, comme on dit, c'est petit, donc on fait tout. On fait le sourcing, on fait le marketing, on fait l'accounting, on fait la production, on fait c'est de A à Z, tout sort de notre cerveau, quoi. Donc on se fait assez peu aider parce qu'on a eu dans les downs aussi, ça a été des expériences assez malheureuses, des gens qui nous ont pas forcément beaucoup aidés dans le marketing, qui nous ont même un peu arnaqués. Donc du coup, on a beaucoup de mal à réoffrir notre confiance pour se faire aider. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que quand après, des fois, les résultats sont pas là ou pas les résultats espérés, faut rester motivé, faut retourner au front, se retrousser les manches. Mais je veux dire, si on le fait pas, il y a personne d'autre. Hein. C'est toi qui drive le bateau, donc. Alors, déjà, on a, nous, beaucoup de projets pour étendre notre gamme, pour aller toucher différents marchés qui vont se faire juste à la sueur de notre front pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que on a atteint avec Fanny ce qu'on était. On a compris en fait en fin d'année dernière que ce qu'on avait écrit sur cette petite feuille de papier, le questionnaire qu'on s'était mis au tout début, tout ce qu'on avait envie de faire, on a coché toutes les cases l'année dernière. Donc déjà, c'est une fierté personnelle et tout de se dire, ce où on rêvait sur notre petite table de salon, on va dire on va faire ça, on rêve de ça, on rêve de ça, on rêve de ça. Tout a été fait sur l'année dernière. Donc maintenant, on a refait l'exercice en se disant, mais alors les nouvelles nous, qu'est-ce qu'elles ont envie pour la suite ? Parce que on pensait déjà pas en arriver là où on est aujourd'hui. Et donc du coup, maintenant, l'objectif, c'est de passer la société à plus que juste nous deux. Aujourd'hui, on est encore toutes les deux. On a une employée qui est avec nous à temps partiel. Mais ça mériterait de passer à l'étape du dessus. Et passer à l'étape du dessus, c'est des financements supplémentaires. Et puis, c'est faire venir des employés plus pour qu'on puisse, nous, se dégager. Parce qu'aujourd'hui, on est encore... c'est encore nous deux qui touillons la marmite, quoi. Littéralement, hein, le mardi, toujours. et même si on en prend une grande fierté... on est à un stade où la petite crème, c'était notre bébé. Et on a accepté là récemment que le bébé, il faut aussi le laisser grandir et que maintenant, il y a aussi des choses qui vont se jouer et qui se jouent où, en tant que parent, il faut qu'on l'autorise aussi à grandir un peu en lui-même. Donc, oui, cette année va être une phase de transition parce qu'on espère que
Donc, si quelqu'un écoute et a très envie de venir dans la fesse, la fesse a de l'avenir, il y aura toujours des gens avec des fesses, quel que soit d'où ils viennent et ce qu'ils font. C'est un impondérable de la vie. On fera toujours pipi et caca, donc ça, on est bien. Et donc, du coup, oui, c'est excitant parce que c'est une nouvelle étape et notre bébé grandit et maintenant, il faut l'accompagner pour devenir une plus grosse société, plus industrialisée encore. Question traditionnelle que j'aime adresser à tous mes French expats, tous ceux qui passent à mon micro. Quel serait le conseil que Cécile et Fanny se chuchoteraient à l'oreille si elles avaient l'occasion de revenir justement 10 ans en arrière, alors qu'elles se lançaient dans une sacrée aventure entrepreneuriale, dans l'aventure de leur vie? Je lui dirais d'y croire parce que elle a tout ce qu'il faut pour y arriver et de s'autoriser à tomber certains jours pour se relever le lendemain. Que tomber, c'est pas un échec et que ce qui compte, c'est prendre du plaisir dans le chemin. Il n'y a pas que la fin qui compte. Je lui conseillerais d'avoir plus confiance en elle, d'aller plus de l'avant et de pas avoir peur, de pas se fermer des portes. Mais quand on est jeune, c'est moins facile. C'est vrai que là, avec 12 ans de recul, c'est plus facile à dire, mais plus jeune, je me dirais, te mets moins de barrières par rapport à la culture, tout ça. Enfin, laisse-toi aller, quoi. Parle aux gens, sors, écoute les avis, et puis fais-toi ta propre idée, quoi. Voilà. Plus ouverte. Et je pense que d'avoir vécu à l'étranger et d'être expatrié, ça ouvre vachement plus l'esprit sur plein de choses dans la vie en général. On le voit quand on rentre en France, des fois qu'on échange avec des gens qui sont en France, des amis en plus de longue date. C'est vrai qu'on a des fois pas le même regard sur la vie et je pense que c'est lié au fait qu'on ait eu une expérience différente. Je trouve que c'est cool. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu voudrais adresser à Fanny, qu'elle découvrira en écoutant l'épisode? Un petit mot où je vais pleurer, verser ma larme. Non, je t'aime Fanny, toujours, quoi qu'il arrive. J'aimerais lui dire... je pense qu'elle le sait, mais que je la remercie du fond du cœur d'être comme elle est, avec ses qualités et ses défauts, et que je pense que si, comme je disais tout à l'heure, elle n'était pas là, je pense que la petite crème serait pas où elle est aujourd'hui. Ça c'est sûr. Sur le plan de la petite crème, Cécile, c'est un pilier fondamental, indispensable et une ressource d'énergie et de recherche et de solutions que personne n'a idée. Donc c'est une machine. Faut avoir sa Cécile dans sa vie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Cécile et Fanny et à l'auditrice qui nous a mis en contact. Merci d'avoir pensé à French Expat pour raconter votre histoire. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser un petit mot sur Spotify ou Apple Podcast. Ça compte énormément pour rendre visible le podcast. La semaine prochaine, French Expat va dédier un épisode au podcaston. Le podcaston, je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là, mais c'est un rassemblement de podcasteurs francophones qui cherchent à avoir un impact positif sur la société. Et la semaine prochaine, je vous proposerai de découvrir le témoignage de Victoria, qui est réfugiée venue d'Ukraine. Voici un petit extrait. Je sens un peu triste dans mon pays, bien sûr, mais maintenant j'ai un étudiant en France et pour ça, je pense que c'est bien pour finir mes études
Et aussi, j'ai un entraîneur français avec qui j'ai entraîné en France maintenant, à Bordeaux. Et pour ça, je pense pour moi, c'est mieux on peut rester ici pour attendre quand ça c'est fini. Parce que moi, je pense que ça va être fini pas vite comme on était pensé avant. Par exemple, aujourd'hui, il y était beaucoup d'attaques en Kiev. Et pour ça, c'est pas arrêté. C'est toujours le sirène et toujours le bombe Qui continue de tomber. Oui, qui continue de tomber. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.